Dans quelques jours, le Bénin va célébrer encore une fois sa fête nationale. 60 ans après l'indépendance, certaines questions se posent, au nombre desquelles l'identité culturelle en général et l'identité vestimentaire du Béninois en particulier. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin, mesdames, messieurs. Quand on prend le Béninois, qu'est-ce qui le caractérise au plan vestimentaire? Ça va être le plat de résistance précieuse à Kwekhonon, avec nos invités déjà sur le plateau. Justement, nous sommes ce matin avec Eric Wanou, styliste. Vous êtes à ma gauche et puis en face de vous, il y a Rapi Goudou, il est gestionnaire du patrimoine culturel. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Wanou, vous qui nous rendez beaux, vous qui nous rendez, ou bien qui les rendez belles également, pour parler des dames, qu'est-ce qui, de votre pratique, de votre expérience, de votre observation, est-ce que le Béninois a une identité vestimentaire? Oui, il a une identité vestimentaire, sauf que cette identité vestimentaire est, est incluse dans une identité vestimentaire globale qui est celle des Africains, des zones chaudes du monde, où nous avons les mêmes contraintes donc, qui agissent sur la manière dont nous pouvons nous habiller. Donc nous avons, je dirais, une identité globale, une identité vestimentaire globale pour tous les Africains qui vivent dans les tropiques là. Et à l'intérieur de ça, il y a effectivement des particularités qui permettent de distinguer les Béninois des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Nigérians et tout ça. D'accord. Rapi Goudou, je vais vous demander, lorsqu'on voit le Béninois, qu'est-ce qui caractérise le Béninois côté vestimentaire? Je salue les téléspectateurs et je voudrais, avant d'aller sur votre question, compléter un aspect de l'intervention à M. Wanou pour dire qu'il y a aussi, disons, des tenues vestimentaires que les peuples se partagent. Parce que c'est le blanc qui est venu tracer des frontières. Mais les peuples étaient en commun, avaient des éléments du patrimoine culturel qu'ils partageaient ensemble. Par exemple, quand nous voyons le peuple Yoruba est sur plusieurs territoires. Au Nigeria, au Bénin, au Togo, on en a. Et au Niger. Et quand vous les voyez s'habiller, vous les reconnaissez facilement en tant que Yoruba, mais il peut dire je viens du Nigeria, et l'autre peut dire non, moi je suis béninois de Dadiaché, je suis Robonto, ou bien voilà, donc ou bien je suis du plateau. Bon, donc il y a cet aspect. Quand vous voyez par exemple les Burkinabés, ce qui les particularise, le faso d'Anfani, vous allez voir que le tissu tissé est transformé dans toutes les modernités, etc. Donc quand vous les voyez, tout de suite on sait que ça, c'est un Burkinabé qui s'habille. Le Béninois, je ne vais pas vous décevoir, mais je trouve que le Béninois est entre tout. Comme il a dit, c'est dit dans la globalité. Non, je viens. Okay. Le Béninois, quand il s'habille, on dit, ah oui, s'il est Béninois, mais il est Béninois, s'il est Yoruba, il va s'habiller, vous allez le reconnaître, ou un Fonfone peut s'habiller comme un Yoruba. D'accord? Oui, c'est le partage de la culture, finalement. C'est le partage. Et nous avons, par contre, je ne dis pas que nous n'avons pas notre spécificité vestimentaire. Nous en avons. Mais le Béninois le consomme très moins. C'est ces dernières années, cette décennie, qu'on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Et au plan politique, je pense qu'il y a ce manque. Par exemple, quand je prends le peuple sénégalais, malien, burkinabé surtout, vous voyez même leurs autorités, ils s'habillent de façon locale, c'est-à-dire ils consomment local. Et chez nous, ce n'est pas encore ça.
Mais justement, il y a une question qui me taraude l'esprit. Les gens se contentent peut-être parfois de vendredi. On dit oui, vendredi, on va se mettre on va en venir, Happy Goudou. Je reviens à M. Wanou. Il y a une question qu'il faut qu'on clarifie. Est-ce parce que je me couds une chemise avec un tissu dit local que je suis en tenue traditionnelle, ou bien il y a des modèles cousus à base de ce tissu-là qui me donnent carrément le caractère traditionnel de cet habit-là? Moi, en tant que technicien du vêtement, ce que j'appelle le vêtement traditionnel, c'est pas le tissu, c'est d'abord la coupe, la forme du vêtement. C'est déjà ça. Alors, si vous faites une chemise en tissé, vous faites une chemise, c'est-à-dire votre chemise n'est pas un vêtement traditionnel. Après, vous utilisez un tissu produit localement et donc le tissu est local. C'est pas forcément traditionnel. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on joue sur le modèle. N'est pas traditionnel obligatoirement. OK. Bon, donc, traditionnel, c'est dans la coupe, c'est dans la forme du vêtement. Même si c'est fabriqué avec une soie qui vient d'Allemagne, si ça a la forme du vêtement traditionnel, c'est un vêtement traditionnel. Okay. C'est la manière dont je fonctionne. Voilà. Donc, après, si vous fabriquez une robe en tissu traditionnel, déjà, c'est un vêtement européen. Enfin, c'est pas un vêtement traditionnel. Je précise après qu'on doit habiller en vêtement européen. Une robe avec du tissu local et le chapeau. Attention, on voilà. Est à la télé, le tissu là n'est pas local. D'accord. Déjà. Je savais que c'est là où vous étiez en train de... Il faut qu'on sache. Le tissu n'est pas local. Bon, mais c'est notre tissu. Oui. D'ailleurs, c'est un bon exemple. Voilà. C'est pas notre coton, c'est le tissu traditionnel, mais il n'est pas local. D'accord. C'est nous qui, dans notre culture, traditionnellement, avons l'habitude de porter des tissus chatoyants. OK. Voilà. Donc, il porte nos traits culturels, ce tissu-là, bien qu'il n'ait pas été produit chez nous. D'accord. Mais dans la manière de façonner le vêtement, c'est très européen. C'est une robe. OK. Voilà. Donc, quand on dit robe, le dictionnaire dit ce que c'est. Ce n'est pas un vêtement traditionnel béninois. D'accord. Mais monsieur Wanou, Happy Goudou, tout à l'heure, dans son intervention, a touché du doigt une réalité. Il pense que le déclic devrait venir des dirigeants, si les dirigeants s'habillaient de façon traditionnelle. Ça, c'est très vrai. Je veux dire, il a bien fait d'aller directement là-bas. C'est ce que je me préparais à vous dire. Quand j'ai lu le thème du débat, je me suis dit identité vestimentaire. Vous savez, dans la vie de tous les jours, le citoyen ordinaire, il s'en fout de l'identité vestimentaire quand il s'habille. Il s'habille pour être beau. Il s'habille pour se mettre en valeur. Et donc, si le vêtement qui le met en valeur vient de Mars, c'est ça qu'il porte. L'identité vestimentaire devrait être le problème des dirigeants, de ceux qui nous dirigent, ceux qui ont une parcelle du pouvoir républicain. Ça devrait être leur problème parce que, en fait, nous disons ces mots-là sans savoir ce qui est derrière. Quand on dit identité vestimentaire, il y a de l'argent qui est derrière. C'est-à-dire que si on arrive à promouvoir une identité vestimentaire locale qui est suffisamment adoptée, on va réorienter d'énormes sommes d'argent qui partent à l'extérieur pour faire revenir du tissu ou des vêtements vers des commerçants ou des fabricants qui sont sur le territoire, qui sont dans notre économie. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est eux, c'est les dirigeants, les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, les chefs de ceci et de cela, qui devraient se préoccuper de ça. Et dans les faits, ce n'est pas le cas. Et c'est au point où le citoyen lambda est plus en avance que ces dirigeants-là sur l'identité vestimentaire, parce qu'après, on appelle ça identité, c'est identité. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui te ressemble, tu sais, ton instinct te dit que ça te ressemble. Et c'est naturel d'aller
vers ce qui est de chez nous. Moi, je regarde autour de moi les gens, les vrais Béninois, pas qui sont ceux que vous les appelez Akowé, quoi. OK. Pas les gens de Cotonou qui sont dans les bureaux climatisés, là. Oui. Ils vont très vite vers Bomba, en tissu, en toile imprimée et tout ça, mais c'est automatique. C'est comme s'ils guettent la première occasion de faire ça. C'est ça qui fait que tous les agors, les tissus de agors, d'enterrement, quand on parle d'agor, chers téléspectateurs, c'est les réjouissances, voilà. les différentes cérémonies. Tous les qu'on tissus organise. qu'on choisit pour une occasion ou une autre ont beaucoup de succès parce que les gens ont envie de porter du vêtement traditionnel et guettent les occasions. D'accord. Alors, Habib Goudou, on va poursuivre ce débat. Quand on prend par exemple le plateau d'Abomey ou un peu partout dans le sud du Bénin, on sait que les populations, nos ancêtres avaient l'habitude de se mettre dans le mono, on parle de Davol Abomey, à Abomey on met le ganli. Est-ce qu'il y a une possibilité de se remettre dans tout ça? Alors, et c'est justement... C'est mon travail. Ah, d'accord. Habib Goudou, on va revenir à vous. C'est justement l'aspect traditionnel dont nous parlons. On dit tenue traditionnelle, tissu traditionnel. Le tissu traditionnel, c'est-à-dire, c'est pas industrialisé. Donc, vous allez voir, jusqu'à aujourd'hui, dans le musée d'Abomey à Romain, vous voyez des gens qui continuent de tisser. Vous allez dans la famille, puisque c'est venu sous le roi Gonglo. Vous allez à Bekonkwegbo, dans le palais d'Agonglo, c'est là où on voit encore les tisserands. Donc, les Adonos sont les pionniers. Les maîtres. Voilà, de cela. Et vous allez les voir. Donc, quand on s'habille, disons, dans ces tissus traditionnels, que M. Wanou parlait de fabrication locale, là, et il ajoute la coupe qui vient donner la tenue traditionnelle. Donc, on prend ça et on se fait un ganli ou un Davol Abomey. Vous êtes en tenue traditionnelle. Mais ça fait la richesse du Bénin quand on va sur le marché de la diversité culturelle. Okay. Lorsque vous partez en France, je donne puisque c'est un exemple comme ça, vous partez en France et que vous êtes habillé tel que vous êtes, parmi ce monde qui est soit en cravate, soit en t-shirt ou en body, etc., c'est vous qu'on voit d'abord. C'est ce que vous avez, c'est votre identité vestimentaire que vous apportez dans ce monde de globalisation. Et on vous spécifie tout de suite. Et le Béninois, par exemple, a l'habitude de se faire des bombas. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays et vous voyez quelqu'un en bomba, vous savez que celui-là, s'il n'est pas béninois, il doit être il doit pas être très loin du Bénin. Il doit être loin. Il n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est le bomba là, tout le monde sait que s'il n'est pas béninois, il doit être togolais ou bien il doit être quand même. Donc, en fait, nous avons cette identité, mais nous ne portons pas cela disons, nous ne faisons pas de cela un objet de rayonnement pour créer l'attractivité vers notre pays. Moi, je vous donne un exemple. Oui. J'étais pour la première fois en Chine. Ma première fois d'aller en Chine, c'était en 2012. Et après une bourse que j'ai gagnée en tant que meilleur reporter du festival, Rapid Film Festival, l'ambassade de Chine ici. Et je m'étais habillé donc, de façon traditionnelle. J'ai fait le tchanka. Le tchanka complet. Le tchanka qui n'est pas vraiment du pantalon, qui n'est pas vraiment une culotte non plus. Exactement. Donc, oui. Et j'ai mis un gros là-dessus, avec les symboles du roi Béanzin et Glélé. Et donc, un monsieur m'a approché, il dit que c'est très beau, qu'il veut prendre photo avec moi. Il a pris photo avec moi, et etc. Et après, il demande mon adresse. Je lui ai donné, on a commencé par échanger. Il est venu au Bénin. La première année, il était venu seul. L'année et 2 ans après,
il est venu avec une colonie. C'est-à-dire qu'il a organisé. Et là, c'est des richesses pour le pays. Puisque tout ce beau monde doit quand même... Ils ont visité Abomey, ils ont visité Ouida, Porto Novo, tout ça, parce qu'en ce moment, bon, le parc Pendiari, c'était pas encore ça. Mais ils ont visité tout ce qui est dans la partie méridionale du pays. Ils ont fait 2 semaines. D'accord. Et ils ont augmenté l'économie quand même au plan. Donc, cela veut dire que chacun doit jouer sa partition pour promouvoir ce que nous portons. D'accord. Je connais M. Marcel Zounon. Je ne l'ai jamais vu. Le directeur du Ballet National. D'accord, oui. Je ne l'ai jamais vu. Mais il faut reconnaître que ces tissus fabriqués localement sont plus chers. On va revenir à cette question, Rapid Goudou. Voilà. On va passer la parole à présent à certains Béninois qui se sont exprimés sur la question. Mesdames, Messieurs, voici leur avis. Si je prends mes cousins d'Abomey, l'État mettent les pailles au cou. Mais au Ghana, ça se fait aussi. Si je prends mes parents Nago, c'est le Agbada, le Achoké. Mais regarde, allez au Burkina Faso. Mais leur tenue là identifie en même temps que ceux-là sont du Burkina Faso et ils sont de telle région. Le Burkina Faso Nord, le Burkina Faso Sud, le Burkina Faso centre. Quand on voit quelqu'un en basin riche, on sait que ça, celui-là, c'est un Malien. Mais ici au Bénin, nous, on n'a encore rien pratiquement, à part le bomba qu'on sait coudre et la tenue veste qu'on porte à tout moment. Créer plein de modèles, mais à chaque fois, costume, même en pleine chaleur, on est à l'aise dedans. Bon. En tout cas, moi, j'aime pas quand même. Regardez Boari, regardez les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Togolais. Mais nous, on a tellement copié le français. On s'oriente vers le mimétisme, fait comme l'autre. Et on oublie notre identité propre, notre identité culturelle. Hein, qui peut nous, disons, nous valoriser, disons, par rapport aux autres peuples, aux autres nations. Il n'y a pas beaucoup de personnalités ou bien de gens, voilà, qui suivent l'exemple. Ce qui fait que, bon, c'est un peu dommage quand on va à des réunions d'un certain haut niveau, on arrive vite à identifier le Sénégalais, juste parce que, bon, par son style vestimentaire, on arrive vite à identifier peut-être le Nigérian, etc. Eh bien voilà, l'avis de quelques Béninois. Je pense que cela vous inspire un commentaire, M. Wanou. Oui, absolument. En fait, il y a un problème. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, on donne beaucoup ces exemples-là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans chaque pays, il y a toujours plusieurs courants culturels. Donc, si on parle d'identité culturelle béninoise, vestimentaire, on va trouver plusieurs tendances. Ce qu'ils ont fait dans ces pays-là, c'est qu'ils ont choisi l'une des tendances-là dont on a fait la tendance majeure ou la tendance comme une principale, voilà, une synthèse, et dans laquelle tout le monde se met. Et c'est encore un problème politique. Parce que vous savez, on s'habille beaucoup par rapport à ce qui se fait. Dans un pays, si le chef prend une allure, a des habitudes vestimentaires, tout le monde suit ça. On n'y peut rien. Vous connaissez l'affaire de Berluti, non? Oui. C'est venu à la mode au Bénin quand? Je ne vais pas appeler l'année. D'accord. Donc, c'est politique. C'est la responsabilité de ceux qui nous dirigent de guider les gens. Les gens parlent comme s'il n'existait pas une identité vestimentaire béninoise. Elle existe. Ah oui? Et elle est plurielle. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. On a le choix. Mais les gens pensent qu'il y a un téléspectateur qui l'a dit, mais à part le bomba, qu'est-ce que nous avons? On en a plein. J'étais dans le bureau d'un très haut patron. Je parlais de l'habillé. Dans la conversation, il dit, oui, mais qu'est-ce que nous avons? On n'a rien en matière de vêtements. Je dis, Monsieur le Président, ne dites plus ça.
c'est pas, on ne doit pas, on a plein de choses. Est-ce que ce n'est pas votre faute si nous, autres citoyens, on ne connaît pas, on ne connaît pas le modèle? Non, on ne vous accuse pas, je vous pose la question. Oui, monsieur, je vous réponds. Pas à vous, monsieur Wassou, intuitif personnel, mais vous les créateurs, les stylistes. Les créateurs, je vous explique où est le problème. Nous, en tant que créateurs, nous sommes des gens comme vous. Nous faisons ce que nous pouvons. Je n'ai que les moyens que j'ai. Tout à fait. Et donc, initialement, je fais ce qui se vend. Je prends déjà des risques de ne pas fabriquer des costards et d'essayer de proposer du vêtement original à partir d'inspiration locale. C'est déjà des risques que je prends sur la possibilité d'écouler ce que je produis. Et ceux dont c'est la responsabilité de stimuler ça devraient me soutenir pour le faire. Alors, ils ne le font pas. C'est comme je vous dis, on n'est que nous. Et nous n'avons pas les moyens de changer la manière dont la grande masse réfléchit. C'est les moyens publics qui doivent servir à ça et c'est les dirigeants qui doivent prendre cette décision-là. Vous êtes gestionnaire du patrimoine culturel. Les tenues locales, on les retrouve souvent dans les manifestations. Est-ce que c'est ça qui nous empêche de voir réellement, comment dire, qu'il existe que le Bénin a une identité culturelle? Est-ce que le fait que ce soit uniquement centré lors des manifestations qui nous empêche de voir tout de suite que le Bénin a... C'est des choses qui sont douloureuses. Excusez-moi. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Le consommateur, non, vous savez, M. Wanou, vous produisez pour le consommateur. Vous n'êtes pas engagé pour faire disons, un combat de promotion ou de valorisation de l'identité vestimentaire. Parce que cette mission doit être accompagnée par la politique, c'est-à-dire que par les dirigeants. Il y a un fonds et on sait que... Elle parlait on voit les tenues traditionnelles. Oui, souvent dans les manifestations, même pas... Le problème, c'est ce que je vous disais. Les gens regardent comment les autres s'habillent pour s'habiller. Les tenues traditionnelles sont admises dans les manifestations. Vous voyez combien de fois les gens ont de la joie à les porter à ces occasions. Ils ne les portent pas pour aller au bureau parce que le patron ne porte pas ça pour arriver au bureau. Donc vous pensez que la responsabilité, ça revient aux autorités? Oui, uniquement. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, monsieur, nous sommes dans une, disons, je ne vais pas parler de colonisation, mais une civilisation moderne qui impose, par exemple, une langue étrangère comme langue de travail. D'accord? Et donc, la conformité, peut-être, oblige les dirigeants, parce que ce n'est pas un dirigeant que nous avons connu en 60 ans d'indépendance. N'est-ce pas? Et que sur toute la ligne, ils ont imprimé... Ça a été une adoption d'avoir une tenue de travail qui est conforme à la tenue que portait celui le colon. Donc, celui qui a apporté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va corriger normalement. Si nous voulons réellement insuffler une dynamique pour la valorisation de ce que nous portons. Parce que je pense que c'était en 2010 que le ministre Galil Soglo, j'étais témoin, a imposé que les vendredis, que ses collaborateurs puissent s'habiller en tenue traditionnelle. Et plus récemment, quand notre ancien confrère Charles Toko était maire de Parakou, il a dit tous les lundis, tout le monde se met en tenue locale. Mais voilà, ça veut dire que... Mais après lui, ça va plus continuer. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et on a vu le président Soglo dans ce pays. C'était lors de la conférence où, quand il était Premier ministre, qui portait rarement la tenue veste. Costume, cravate. Mais quand il est devenu président, vous le voyez souvent en 3 pièces. Toujours en 3 pièces. Avec son gobi. Oui, mais il y a un problème que... Je vous l'ai dit. Quoi. Oui, et pendant ce temps, beaucoup ont commencé effectivement par confectionner ce modèle-là. Bon, je dis que ça peut se corriger sur le long terme avec justement la dynamique que donnera
D'accord. Ça peut se corriger. Une minute. Monsieur Wanou, le citoyen lambda se dit, mais avec la chaleur dans notre pays, dans notre zone, vous l'avez dit quand on a commencé ce débat, est-ce que le canevas, par exemple, pour ne donner que cet exemple, tissé de cette façon-là, ne va pas provoquer de la chaleur? Le canevas tient moins chaud que toutes les matières industrielles que vous portez, parce que déjà, c'est tissé à la main. Donc, c'est technique, hein. Déjà, c'est du coton, donc ça ne peut pas donner de la chaleur. En plus, c'est tissé à la main et donc c'est moins fermé. C'est des tissus qui sont beaucoup plus aérés que les autres. Donc, il ne peut pas donner de la chaleur. Bon, et puis, personne ne se pose ce genre de questions. La vraie question, je vous promets, quand on doit s'habiller, c'est qu'on ne veut pas détonner là où on va. Et qui donne le ton? C'est le patron, c'est le directeur, c'est le ministre, c'est le député qui préside aux affaires. Donc, si lui, il donne un ton traditionnel, tout le monde ira là-dedans. Et avec beaucoup plus d'aisance que tous les efforts qu'on doit faire pour trouver des costumes, pour faire des jonglages, aller se retrouver avec des costards trop courts, trop ceci, trop cela, et que les gens doivent se priver de nourriture pour se procurer ça. Justement, mais parlant du coût, Happy Goudou l'avait abordé, les vêtements locaux ne coûtent pas moins cher non plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible, dans ces conditions, d'intéresser le consommateur? Quand vous parlez de prix, parlez de qualité. Le rapport qualité-prix est meilleur sur le vêtement local. C'est plus cher parce que c'est plus qualité, parce que c'est de la tradition et que traditionnellement, on a toujours pris l'habitude de faire les choses en haut de gamme. Parce qu'à l'origine, on faisait pour le roi. Donc, c'est du haut de gamme. Si on veut industrialiser, si les patrons impulsent le mouvement, ça va tout de suite se décliner. Parce qu'il suffit de savoir que le boss a porté ça. Et on veut vouloir lui ressembler, on va faire la copie moins chère, moins chère, moins chère, moins chère. Il y en aura pour toutes les bourses. Ça, là, n'est pas un problème. L'autre chose est de savoir que si ça a été tissé à la main, quel que soit le prix auquel vous l'achetez, l'argent ira dans la poche d'un parent. L'argent ira dans la poche d'un autre Béninois. Et on se voit, non, on se connaît. Qui s'est enrichi en faisant ça? Donc, ce n'est pas de la surenchère. Vous comprenez? C'est la qualité de ce qui est vendu qui fait que les prix sont comme ça. D'accord. Moi, je voudrais réagir pour dire qu'effectivement, les tissus, nos pagnes tissées, durent longtemps. Moi, j'ai encore... Mon père est décédé, ça fait 28 ans. Mais j'ai toujours ces pailles tissées qu'il avait. Parce que lui, il faisait le lavable. On est né en Côte d'Ivoire. Et ces pailles ont toujours gardé leur fraîcheur, leur authenticité. C'est-à-dire, il n'y a pas... Si ça n'a pas d'éteint, c'est là, intact. Et moi, ce qui me choque, personne ne se plaint que certaines chemises coûtent 50 000 francs. La chemise, on achète ça en porte avec plaisir. On achète que certains costumes coûtent 250 000, 300 000. Ouais, et ça, c'est avec joie. Personne ne parle du prix de ça. Mais quand on va porter un costume traditionnel, royal, c'est un costume royal. À ce moment, c'est cher. Monsieur Wanou, on va revenir à vous tout à l'heure. Happy Goudou, vous permettez que je vous pose cette question. Comment peut-on arriver au Bénin à faire cette synthèse de tenues qui va nous rassembler et nous ressembler dans notre majorité de Béninois? Ah oui, ben, cela doit concourir à faire converger les bonnes volontés, la volonté politique, la volonté des créateurs et la volonté des consommateurs. Parce que nous savons que la moindre des choses, c'est le bomba. Concours, et déjà, c'est à moindre prix. Déjà, avec 2 000, 3 000, il y a quand vous rendez dans les départements, les gens, ils vont même coudre le bomba à 2 000 francs. Moi, je connais un couturier dans le département du Zou qui le fait. Et donc, avec 3 mètres de tissu, vous avez déjà un bomba complet. Pour quelqu'un de taille moyenne comme moi. On sait que le Béninois aime déjà le bomba, mais à part le bomba, comme le disait le téléspectateur. Le bomba peut se faire avec toutes les sortes de tissus. Tissu traditionnel ou tissu wax qui est africain,
qui est pour la consommation. Qui est fabriqué pour les Africains. Oui, c'est africain parce que c'est les Africains qui le portent, qui l'adoptent. On a connu les Nana Benz, on a connu tout dans ce pays. Et donc, je pense qu'on peut aller justement, tout au moins dire le bomba, le modèle bomba peut être adopté par tout le monde parce que pratiquement tout le monde porte ça. Vous allez chez les personnalités, quand ils sont à la maison, souvent ils sont en bomba. Souvent, ils sont en bomba. Maintenant... La seule chose qui manque, c'est qu'ils portent à la maison, non? Et ça, c'est prouvé. De porter ça au bureau lundi matin, et le tour est joué. De le rendre public. C'est tout. Et officiel, pourquoi pas? Mais de porter ça en privé, là, comme si c'est pyjama. Mais monsieur Wanou, je vous pose la même question. Nous sommes d'accord sur le bomba. Mais à part le bomba, comme le disait le concitoyen dans la Vox Pop, à votre avis, en tant que créateur et technicien de la mode et du style, quel processus pourrait nous amener à faire une synthèse pour retenir 2 ou 3 autres tenues? En fait, la démarche, c'est qu'on pourrait retenir le bomba comme le vêtement national, central. Et après, vous savez, l'habillement, c'est aussi le moyen le plus utilisé pour se distinguer, pour se démarquer. Il y a d'autres ressources. Et donc, ceux qui ont envie de se démarquer un peu par rapport au style général pourront aller vers les costumes un peu plus orientés, plus locaux, genre les tacos. Oui, les tacos. J'admire ça, j'adore ce tenues formidables. C'est formidable. Oui. C'est beaucoup de prestance, beaucoup d'aisance. Et puis je rappelle que le taco est fabriqué majoritairement dans le nord du pays. Dans le nord du Bénin. Et donc, vous savez, quand nous disons bomba, vêtement central pour tout le monde, il y a la variante des danchiki qui font un peu moins habillés. Et donc, le jour où vous voulez être relax, au lieu de porter bomba, vous allez porter danchiki. Vous voyez, c'est tout un code. Et il y a autant de ressources et de codification que dans les vêtements européens, avec les couleurs, les formes, les vêtements, ce que le marié porte, ce que les garçons d'honneur portent et tout ça. Tout cela existe et est disponible. Il manque seulement que ceux qui nous dirigent donnent l'exemple. Qu'ils donnent l'exemple. Mais vous permettez, je trouve une autre dimension de la question qui ressemble un peu à ce qui se passe au plan linguistique. Vous savez, vous avez évoqué le taco. Le taco, disons, symbolise une région du Bénin. Et quand on prend le danchiki, comme vous avez dit... Là, on se retrouve dans le plateau. Dans le plateau, vous voyez, et ainsi de suite. Les dirigeants ont eu des problèmes à avoir une langue nationale pour le Bénin. Les autres pays qui arrivent à adopter une identité vestimentaire, parfois ils ont une langue nationale. Quand vous allez au Sénégal... Ça veut dire que la langue nationale est en amont? C'est le Wolof, exactement. Ça veut dire que nous n'avons pas, puisque le Bénin est un pays laïque, nous n'avons pas réussi encore à essayer donc de laisser peut-être un tronc commun à tout le monde. On essaie de laisser la liberté. Il y a des groupes majoritaires. Oui, mais il y a des groupes majoritaires au Bénin. Il y a des groupes majoritaires. Oui, mais on va pas faire ce débat. Le Bénin faisant justement plus de preuves de démocratie, de liberté, n'a pas certainement voulu aller sur le terrain. Non, mais Doudou, si bien que c'est un peu sensible, c'est pour ça que je disais au début que le Béninois a dans la globalité. Oui, mais en réalité, c'est un peu pluriel. Moi, je suis du sud du Bénin, je suis d'Abomey, mais vous me voyez, je m'habille en taco, je m'habille en tenue Yoruba. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas forcément, on est libre de le faire, mais c'est déjà que nous puissions consommer tout au moins ce qui ressemble à notre identité, que ce soit du Nord, que je sois du Sud ou pas, ou le Nordiste s'habille en tout Sud. Il faut que le Béninois puisse s'habiller au moins en Béninois. D'accord. Éric Wanou avait commencé déjà à proposer quelques pistes de solutions. Il a parlé de la responsabilité des autorités. Vous, en tant que gestionnaire du patrimoine culturel, que faut-il faire d'autre aujourd'hui pour booster
je veux dire... On dit un langage technique en gestion du patrimoine culturel pour dire que la sauvegarde se fait par les communautés. Quand on parle de sauvegarde, si le créateur crée et qu'on met sous boisseau, on n'aura jamais de sauvegarde. La sauvegarde ne se fait pas, c'est-à-dire quand on crée, il faut valoriser. Et qui parle de sauvegarde parle aussi de la promotion. De la pérennisation de la chose. Exactement. Il faut pratiquer pour que les générations prennent et qu'on transmette la technique, etc., de génération en génération. Donc, la première responsabilité, c'est la communauté. Les dirigeants politiques ne font partie de la communauté. Et donc, je dis que si le peuple veut, par exemple, véritablement que cela se corrige, le peuple prend et, mais est-ce que le peuple peut prendre, justement, le peuple peut prendre, parce que attendez, quand on a tendance à dire... Une minute. Mais M. Ouanou, est-ce que le peuple peut prendre quand vous recevez... Au gouvernement. Non, attendez, une minute. Monsieur Ouanou, quand moi... Une minute. Quand moi, citoyen, je me mets à la place du citoyen, moi je représente le citoyen sur ce plateau. Si le gouvernement, ou bien le ministère, ou bien une autorité veut me faire l'honneur de m'inviter et que sur le carton d'invitation, on me dit tenue de ville, ou bien costume, cravate exigé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire autre chose? Oh, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous raconte une anecdote. Allez-y. Je reçois parfois des ambassadeurs. Donc, c'est des gens gradés, c'est des fonctionnaires très gradés, ça, qui parfois sont en ville, dans leur course, ils sont à ma boutique. Puis, ils reçoivent un coup de fil et un patron les appelle. Non, mais vous savez que... Donc, ils se lèvent, il faut qu'ils trouvent un costume et une cravate quelque part, quoi. C'est-à-dire, son premier mouvement, c'est d'appeler là où il va trouver un costume et une cravate à enfiler pour rejoindre le patron qu'il a invité, appelé. C'est pour vous dire que l'impulsion vient d'en haut, la contrainte vient d'en haut. Si au lieu d'aller chercher cravate, costume, on allait chercher une tenue traditionnelle? Ben, ça fonctionnerait tout simplement. Et une fois, j'ai dit à l'un d'eux, mais comment vous subissez ça? Regardez Laurent Gbagbo. Il porte pas costume, cravate, tout ça. Il m'a dit, ouais, Laurent Gbagbo n'a pas de patron. Il est le patron plutôt. C'est lui-même le patron. C'est ça. Moi, j'ai un patron qui m'impose. Je ne peux pas me présenter devant lui. Dans certaines tenues, il va me gronder. C'est lui qui note mon travail. C'est risqué. Donc, je dis, ça dépend beaucoup des patrons. Ce que nous faisons déjà sans qu'ils aient bougé le petit doigt est énorme, c'est immense. C'est parce que nous sommes un peuple qui est très attaché à notre culture que malgré que nos chefs d'État rivalisent de costards et de cravates et de modèles de... On verra bien comment ils vont s'habiller à la prochaine fête de l'indépendance. On attend de voir. Ce que je dis, c'est moi qui ai évoqué cet aspect au début. Allez-y. Et je dis qu'il faut nuancer. Il ne faut pas penser que c'est le patron ou les dirigeants politiques seuls qui sont responsables de ce qui se passe. Parce que j'ai dit, vous produisez pour les consommateurs. C'est ce que le consommateur veut que vous produisez. Parce que si vous mettez dans un engagement de dire j'impose un style, vous allez le faire peut-être à perte parce que justement, en griffe, vous dites que les patrons imposent autre modèle. Vous voyez? Donc, je dis que l'agent permanent de l'État qui va au bureau, j'ai jamais vu une note de service dire qu'il faut porter cravate, costard du lundi au vendredi. J'ai jamais vu ça encore. Donc c'est parce qu'on voit le patron faire qu'on veut faire. Et si je ne veux pas faire comme le patron? Oui, mais il y a des exemples. Il y a un problème psychologique aussi. Patron, vous prenez le risque d'être désapprouvé par le patron, par vos collaborateurs. Si tous les agents permanents de l'État prennent conscience de cela et commencent, le patron va renvoyer qui? Happy Goudou, c'est comme si vous posez la question de savoir si au Conseil des ministres, le président est en costume cravate, bien là, et puis tous les ministres sont en tenue locale. Qu'est-ce qui va se passer? Le président va les renvoyer ou bien comment ça va se passer? C'est ça justement. Oui. Le Conseil n'aura pas lieu. Ah oui? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des codes vestimentaires à chaque événement. Donc, à chaque, disons,
Si par exemple on dit Conseil des ministres, hein, en tant qu'événement, À chaque circonstance, c'est tenu. Le chef de l'État peut dire, je veux voir tout le monde en costume, cravate, de telle couleur. Ça, c'est son code. Parce que lui... Mais nous parlons du chef de l'État, allons-y, M. Rapé-Goudou. On a vu le président Talon, par exemple, pour donner son exemple encore, porter des tenues blanches, c'est le local. Je vais vous dire... Pourquoi tout le monde n'a pas suivi? Non, il n'y a même pas que ça. Vous vous rappelez que quand le chef de l'État portait l'ancien modèle des 4 poches avec ceinture. Oui, mais pour combien de temps? Le jour où il sort, quand une fois il sort en public, que ce n'est pas costume cravate. S'il est sorti samedi, lundi, j'aurai 3, 4, 5 commandes. De cette tenue. On m'envoie sa photo. Parfois, sur des sorties privées, c'est-à-dire des trucs dont les images n'ont pas été publiées. Je reçois des photos de lui où on me dit trouve ce tissu. C'est dit donc que le leader a donc un grand rôle à jouer là-dedans. Je vous parle de Berluti. Est-ce que lui, il n'a jamais dit Berluti? Jamais. Alors, allez, mais ça s'est fait tout seul. Monsieur Zakwe-Hornou, je pense que le temps est parti au débat est en train d'aller à sa fin. Oui, nous allons devoir donc mettre un thème à ce débat, n'est-ce pas, Alain Sochoumen, pour retrouver nos peuples Fula et Peda. Mais avant, on va demander à nos invités de placer donc le mot de fin. Moi, je vous remercie déjà pour avoir identifié un thème pareil, parce que lorsqu'on va le multiplier, je pense que cela va faire partie aussi d'un outil de sensibilisation. Et il faut aussi que nous, hommes de médias, nous puissions jouer notre partition pour amener et les dirigeants et les communautés, parce que les communautés, pour moi, ont la lourde responsabilité. Ça, je pèse bien mon mot. Mais nous jouons parce que quand Laurent Gbagbo portait la tenue qu'on appelle Gbagbo aujourd'hui, le chemise noire avec un tissu Gbagbo. Le tissu, c'est la Côte d'Ivoire qui fabrique ce tissu. Et lui, il ne s'est pas empêché donc de le porter à toute la populaire, etc. Tout le monde a commencé par le faire. Si le peuple aussi n'a pas pris, cela n'ira pas loin. D'accord. Donc ça veut dire que le peuple est forme la majorité donc des consommateurs. D'accord. Et il faut que on vous aura compris, Rapé-Goudou. Monsieur Wanou, en une minute pour terminer, pour si vous l'avez compris. Je dis, le peuple béninois, il a une identité vestimentaire très claire, il en est conscient et il l'exploite beaucoup. Et que dans notre cas, ce sont les dirigeants qui sont le barrage, qui empêchent le peuple d'exploiter davantage son identité vestimentaire. Parlons d'identité vestimentaire, mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir effectué donc tout le tour de l'horizon. Chacun est libre donc de porter ce qu'il a envie de porter et d'être ambassadeur de notre pays partout où il se trouve. Sur ce, mesdames, messieurs, nous allons marquer une toute petite pause et vous retrouver juste après.